La mécanique du diable par Philippe Pullman. Traduction de l'anglais par Agnès Pigagnol. Lecture par Johan Fournier-Moreau. Partie 2. Lorsque le prince Otto épousa la princesse Mariposa, toute la ville était en fête. On alluma des feux d'artifice dans les jardins publics, des orchestres jouèrent la nuit durant dans les salles de bal, drapeaux et bannières flottaient sur chaque toit. Les gens étaient heureux. Enfin, nous allons avoir un héritier, disaient-ils. Leur grande crainte, en effet, était de voir s'éteindre la dynastie. Mais des mois et des années passèrent, et le prince Otto et la princesse Mariposa restaient sans enfants. Ils consultèrent en vain les plus grands médecins. Ils firent un pèlerinage à Rome pour demander la bénédiction du Saint-Père, sans succès. Finalement, un jour où la princesse Mariposa se tenait à la fenêtre du palais et entendait sonner l'horloge de la cathédrale, elle dit « Mon rêve, ce serait un enfant robuste comme le métal des cloches et juste comme une horloge. » À peine eut-elle prononcé ces mots qu'elle sentit son cœur tressaillir. Moins d'un an plus tard, elle mit au monde un enfant. L'accouchement fut long et douloureux et, hélas, le bébé ne vécut pas. Il respira une fois avant de rendre l'âme dans les bras de sa nurse. La princesse Mariposa n'en sut rien. Elle avait perdu connaissance et personne ne pouvait dire si elle allait vivre ou mourir. Quant au prince Otto, il était comme fou. Il arracha le petit cadavre des bras de la nurse en disant « Quoi qu'il advienne, j'aurai un héritier !» Il courut aux écuries faire seller son cheval le plus rapide, et serrant contre lui l'enfant mort, il partit au galop. Il galopa à bride abattue en direction du nord, jusqu'à l'atelier du docteur Calmenius près des mines d'argent de Schatzberg. C'est là que le grand horloger créait les merveilleux objets dont il avait le secret. Notamment ces fabuleuses horloges qui indiquaient la position des planètes avec 25 000 ans d'avance, et ces fameux petits automates, danseurs, cavaliers, archers ou musiciens. Eh bien, dit le docteur Calmenius. Sans même se dévêtir, les épaules encore couvertes de neige, le prince Otto lui tendit le corps du bébé. Je veux un autre enfant, dit-il. Mon fils est décédé et sa mère est entre la vie et la mort. Docteur Calmenius, fabriquez-moi un enfant vivant. Malgré sa folie, le prince Otto savait bien qu'un automate ne pouvait pas ressembler à un enfant vivant. Mais l'argent des mines de Schatzberg avait des qualités particulières. Il était malléable, doux, lustré, et d'un aspect velouté comme les ailes d'un papillon. Pour le grand horloger, cette tâche représentait un défi auquel il ne pouvait résister. Tandis que le prince Otto enterrait son fils, le docteur Calmenius se mit donc au travail. Il fondit le minerai, affina l'argent, le martela pour en faire des feuilles d'une extrême finesse et, avec de l'or, il tissa des fils plus délicats que des fils d'araignée, qu'il fixa un par un à la tête de l'enfant. Il moula, lima, trempa, souda, assembla, vissa et procéda à tous les réglages nécessaires, jusqu'à ce que le ressort soit bien tendu et que l'échappement produise un tic-tac parfaitement régulier. Lorsque l'enfant fut prêt, le docteur Calmenius le donna au prince Otto, qui l'examina avec le plus grand soin. Le bébé respirait, bougeait, souriait, et aussi mystérieux que cela puisse paraître, il avait la tiédeur d'un corps humain. C'était le portrait du petit prince défunt. Le prince Otto enveloppa le bébé dans sa cape et repartit pour le palais. Quand il déposa le nouveau-né dans les bras de la princesse Mariposa, elle ouvrit les yeux et la joie de voir celui qu'elle prenait pour son enfant la ramena à la vie. Elle était si jolie avec un bébé dans les bras. Elle s'était toujours imaginée ainsi. On l'appela Florian. Une année passa, puis deux, puis trois. Chéri de tous, le petit garçon grandissait, heureux, plein de vigueur et de vivacité. Le prince Otto lui apprit à monter sur un poney et à tirer à l'arc. Il dansait, jouait du clavecin, et devenait de jour en jour plus fort, plus grand, plus joyeux et plein d'entrain. Mais au cours de sa 5e année, le petit prince commença à souffrir de troubles de santé inquiétants. Une raideur douloureuse dans les articulations, une constante sensation de froid, et son visage, habituellement si animé et expressif, se figea de plus en plus. Ce n'était plus le bel enfant que la princesse Mariposa avait coutume de voir à ses côtés, et elle était folle d'inquiétude. « Ne pouvez-vous donc faire quelque chose pour lui redonner la santé ?» demanda-t-elle au médecin de la cour. Le médecin ausculta l'enfant, examina sa langue et lui tâta le pouls. Ce qu'il observa ne ressemblait à aucune maladie de sa connaissance. S'il n'avait pas eu affaire à un petit garçon, il aurait dit qu'il se grippait comme une horloge rouillée. Mais ce n'était pas une chose à dire à la princesse Mariposa. « Votre fils n'a rien de grave. Il a ce qu'on appelle une oxydose inflammatoire. Donnez-lui 2 cuillerées d'huile de foie de morue 3 fois par jour et frictionnez-lui la poitrine avec de l'huile de lavande. » Mais le prince Otto, lui, soupçonnait la vérité. Il reprit donc le chemin des mines de Schatzberg et alla frapper à la porte du docteur Calmenius. « Qu'y a-t-il » dit l'horloger.
Le prince Florian est malade. Que peut-on faire ?» Le prince décrivit les symptômes du mal et le docteur Kelmenius haussa les épaules. C'est dans la nature des mécanismes de s'arrêter. Il est normal que le ressort se fatigue et que l'échappement s'encrasse. Je peux déjà vous dire comment le mal va évoluer. La peau va perdre sa souplesse et se craqueler, puis se fendre du haut en bas et à l'intérieur il ne restera plus que du métal rouillé. Alors ce sera fini. L'enfant ne remarchera plus jamais. Mais pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu de ce qui allait arriver ? Vous ne m'avez rien demandé. Vous étiez si pressé. Ne pouvez-vous simplement pas le remonter ? Impossible. Alors que faire ? Dit le prince Otto dans un accès de rage et de désespoir. Y a-t-il donc rien qui puisse le sauver ? Il me faut à tout prix un héritier. L'avenir de la famille royale en dépend. Il reste une possibilité, répondit le docteur Calmenius. Votre fils s'affaiblit parce qu'il n'a pas de cœur. Trouvez-lui un cœur et il vivra. Et j'ignore où vous trouverez un cœur en bon état dont le propriétaire voudra bien se séparer. Par ailleurs... Mais le prince Otto était déjà parti. Il ne prit pas le temps d'écouter ce que le docteur Calmenius s'apprêtait à lui dire. Il en est souvent ainsi avec les princes. Ils veulent des solutions immédiates, pas celles qui exigent du temps et de l'attention. Que le grand horloger voulait ajouter, c'était ceci. Le cœur devra être donné pour de bon. De toute façon, l'eût-il entendu, il est fort probable que le prince Otto n'aurait pas compris ce que cela voulait dire. Le prince rentra donc au palais en retournant le problème dans tous les sens. Quel dilemme ! Pour sauver son fils, il devait sacrifier un autre être humain. Comment faire ? À qui demander un tel sacrifice ? Alors, il pensa au baron Stelgratz. Mais bien sûr, que n'y avait-il songé plus tôt ? Le baron était un vieux conseiller de confiance, un véritable ami, fidèle et courageux. Le petit prince l'adorait. Ils passaient des heures ensemble à jouer aux soldats de plomb. Le noble vieillard lui apprenait à manier l'épée ou tirer au pistolet, et lui enseignait tout sur les animaux de la forêt. Plus le prince Otto y songeait, plus ce choix lui semblait judicieux. Le baron Stelgratz serait trop heureux de pouvoir donner son cœur pour la famille. Mais il valait mieux ne pas lui en parler tout de suite, et attendre qu'il soit dans l'atelier du docteur Calmenius. Une fois là, le baron verrait aussitôt ce qui lui restait à faire. En rentrant au palais, le prince Otto constata que l'état du petit prince s'était aggravé. L'enfant pouvait à peine marcher sans tomber, et sa voix, autrefois si pleine de vie et de gaieté, ressemblait de plus en plus au son aigrelet d'une boîte à musique. Il parlait très peu, mais chantait inlassablement les quelques chansons qu'il connaissait. De toute évidence, il n'en avait plus pour longtemps. Voyant cela, le prince Otto se rendit directement auprès de la princesse et la persuada que quelques jours de chasse et un peu d'exercice dans la forêt feraient le plus grand bien à leur fils. Et puis, ajouta-t-il, le baron Stelgratz les accompagnerait et avec le baron, Florian ne courait aucun risque. Le prince Otto enveloppa donc le petit garçon avec soin, l'installa dans le traîneau à côté du baron, puis tous trois se mirent en route. Mais en traversant la forêt à la nuit tombante, le traîneau fut attaqué par des loups. Excités par la faim, les bêtes surgirent de derrière les arbres et sautèrent sur les chevaux. Le prince Otto fouetta l'attelage de toutes ses forces et le traîneau bondit en avant, poursuivi par la meute. Assis à côté du baron, le petit prince Florian s'agrippait au bord du traîneau et regardait s'approcher les loups avec terreur. Le baron Stelgratz dut bientôt se résoudre à vider son fusil sur les bêtes affamées qui bondissaient autour d'eux, la bave aux lèvres. Et cela n'eut aucun effet. Le traîneau continuait à sauter et tanguer sur le chemin caouteux et menaçait à chaque instant de se renverser. Ce serait alors la mort pour tous. « Votre Altesse !» cria le baron. « Il n'y a qu'une chose à faire et je la fais de grand cœur !» Et pour sauver ses amis, le brave homme sauta du traîneau. Aussitôt, les loups se jetèrent sauvagement sur lui et le mirent en pièces. Pendant ce temps, le traîneau poursuivit sa route à travers la forêt silencieuse, laissant loin derrière lui les grognements et les hurlements des bêtes. Et maintenant, qu'allait faire le prince Otto ? Pour l'instant, il fallait avancer. Il n'avait pas d'autre choix. Et espérer trouver pour remplacer le baron quelques chasseurs ou quelques bûcherons solitaires dont on dédommagerait la famille plus tard. Mais il ne rencontra âme qui vive. Derrière le prince Otto, l'enfant, enveloppé dans des fourrures, se tenait recroquevillé sur le siège arrière, secoué par les chaos. De plus en plus raide et de plus en plus froid, il retournait de minute en minute à l'état de machine. Sous l'effet des secousses, il chantait de temps en temps une petite mélodie, mais ne parlait plus. Ils arrivèrent enfin aux mines de Schatzberg et chez l'horloger. Il ne restait plus qu'une seule solution. Le prince Otto comprit qu'il devait se sacrifier lui-même, et il était prêt. La dynastie était plus importante que tout. Plus importante que le bonheur, l'amour, la vérité, la paix ou l'honneur, et beaucoup plus importante que sa propre vie. Le prince donnerait son cœur, tout froid, fanatique et fier qu'il était pour la gloire de la maison royale. « Êtes-vous bien sûr que c'est ce que vous voulez ?» demanda le docteur Calmenius. « Ne discutez pas ! Prenez mon cœur et mettez-le dans la poitrine de mon enfant. Qu'importe si je meurs pourvu que vive la dynastie. » Le problème du cœur étant résolu, restait celui du retour. Comment l'enfant retournerait-il tout seul au château ?
Moyennant une somme plus élevée, le docteur Calmenius proposa d'équiper le cadavre du prince Otto d'un mécanisme qui lui permettrait de conduire le traîneau jusqu'au palais. Il procéda donc à l'opération. Il préleva le cœur du prince avec de fins instruments et le transféra dans le corps affaibli du petit garçon. Aussitôt, la pâleur métallique du prince Florian disparut. Ses joues reprirent des couleurs, ses yeux s'ouvrirent et une vigueur toute neuve parcourut ses membres. Il était vivant. Entre-temps, le docteur Calmenius prépara un petit appareil destiné au prince Otto. Un mécanisme très rudimentaire, mais qui marcherait longtemps, des années s'il le fallait. Avec un tel appareil, le prince aurait pu aller au bout du monde. À l'arrivée, cette petite machine ferait toujours tic-tac dans sa poitrine, même s'il ne restait plus d'Otto qu'un squelette. Une fois ce travail terminé, le docteur Calmenius enveloppa chaudement le petit prince Florian endormi et le porta dans le traîneau. Puis il plaça le fouet dans la main de son père, qui se mit aussitôt à frapper furieusement les chevaux. Les bêtes, affolées, se lancèrent alors dans le galop effréné qui devait les ramener jusqu'au palais. Leur arrivée fut des plus étranges. Vous vous rappelez peut-être comment le traîneau avait pénétré dans la cour, et comment le médecin de la famille royale avait découvert l'appareil à la place du cœur. Tout le palais était en émoi. Chez les domestiques, ce n'était que chuchotement à propos de ce Maccabée dont le bras continuait à bouger. Toutes sortes de rumeurs étranges circulaient à travers la ville. Il était question de cadavres, de fantômes, de malédictions, de diables, de morts, de vie et de mécanique, mais personne ne connaissait la vérité. Le temps passa. On partit à la recherche du baron, on pleura le prince Otto, et la princesse Mariposa, charmante dans sa robe de deuil, pleura elle aussi de façon touchante. Le petit Florian grandit. 5 années s'écoulèrent, et tout le monde s'extasiait sur la beauté du jeune prince, sur sa gaieté et sa gentillesse. La famille royale avait bien de la chance d'avoir un tel héritier. Mais, durant l'hiver de sa 10e année, les inquiétants symptômes réapparurent. Le prince Florian se plaignit de douleurs dans les articulations, d'une raideur dans les bras et les jambes, et d'une sensation de froid permanente. Sa jolie voix d'enfant prit une tonalité mécanique, un peu comme une boîte à musique. Le médecin de la cour fut, cette fois encore, très intrigué. Il a hérité cette maladie de son père, dit-il. Il n'y a aucun doute. Mais quelle est cette maladie demanda la princesse Mariposa. Une faiblesse congénitale du cœur, répondit le médecin, l'air très sûr de lui, combiné avec une oxydose inflammatoire. Et si votre Altesse s'en souvient, quelques jours d'exercice dans la forêt avaient suffi à guérir le mal. Ce dont le prince a besoin, c'est d'une semaine au pavillon de chasse. Mais la dernière fois qu'il y est allé, avec son père et le baron Stelgratz, vous savez bien ce qui est arrivé. Ah, la science médicale a fait de merveilleux progrès ces 5 dernières années, dit le médecin. N'ayez crainte, votre Altesse. Nous organiserons une partie de chasse pour le petit prince et il reviendra resplendissant de santé, exactement comme avant. Et les courtisans avaient moins confiance dans la science médicale que le médecin. Tous se rappelaient ce qui s'était passé lors de la précédente sortie, et aucun ne voulait s'aventurer dans la forêt, même pour sauver le prince Florian. L'un avait la goutte, l'autre un rendez-vous urgent à Venise, tel autre encore devait rendre visite à sa grand-mère à Berlin, et ainsi de suite. Le médecin, lui, ne devait quitter le palais sous aucun prétexte. On pouvait avoir besoin de lui à tout moment. Quant à la princesse Mariposa, il ne fallait pas y songer. L'air froid était très mauvais pour son teint. Finalement, comme il n'y avait personne d'autre de disponible, on fit appel à l'un des valets d'écurie, et on lui offrit 10 pièces d'argent pour emmener le petit prince Florian au pavillon de chasse. « Payé d'avance » demanda-t-il. Il savait lui aussi ce qui s'était passé la dernière fois, et il voulait pouvoir compter sur son argent quoi qu'il advienne. On lui donna donc ces pièces d'argent, et le moment venu, il installa le prince Florian dans le traîneau et attela les chevaux. La princesse Mariposa les regarda partir de sa fenêtre et leur fit de grands signes d'adieu. En traversant la forêt, le valet d'écurie se dit « À mon avis, ce gamin n'en a plus pour longtemps, il a une sale mine. Et si je rentre en disant qu'il est mort, ça me retombera dessus. Et puis, avec 10 pièces d'argent et le traîneau, je peux passer de l'autre côté de la frontière et m'installer à mon compte. Acheter une petite auberge, par exemple. Peut-être trouver une femme et avoir des enfants. C'est ce que j'ai de mieux à faire. De toute façon, rien ne peut sauver le petit. En réalité, en le laissant ici, je lui fais une faveur. On peut même dire que c'est un acte de charité. » Là-dessus, il arrêta le traîneau à un carrefour et fit descendre le prince Florian. « Allez, dit-il, débrouille-toi tout seul maintenant. Je peux plus te garder. Va te dégourdir les jambes, ça te fera du bien. » Et il repartit. Le prince Florian se mit à marcher sans protester. Ses jambes étaient toutes raides et, malgré l'épaisse couche de neige qui recouvrait la route, il poursuivit son chemin. Arrivé à un tournant, il aperçut en contrebas une petite ville silencieuse sous la lune. Minuit sonnait à l'église. Une lumière brillait à la fenêtre d'une auberge, et un vieux chat noir se tenait tapi dans l'ombre. Après beaucoup d'efforts, le prince Florian réussit à atteindre la porte et l'ouvrit. Il ne pouvait plus parler. En guise de salutation, il entonna la seule chanson qu'il était encore capable de chanter.